Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de faire aujourd'hui une leçon sur un concept fondamental en économétrie temporelle, c'est le concept de bruit blanc. Alors, avant de commencer, je vais d'abord faire un rappel sur la notion de la stationnarité des séries temporelles. Alors, je dirais que un processus aléatoire est déstationnaire si les deux premiers moments sont stables au cours du temps. Et donc, la stationnarité faible ou la stationnarité de second ordre euh, peut être exprimée de façon analytique par les trois équations suivantes. Donc, la première, c'est que l'espérance mathématique du processus aléatoire YT est égale à M, constante au cours du temps. La variance de ce processus YT est égale à sigma au carré. Donc, la variance est constante au cours du temps. Et la covariance de ce processus à l'instant T et de ce processus à l'instant T plus H ne dépend que de ce décalage temporel H et donc ne dépend pas du temps. Donc, cette stabilité de la moyenne et stabilité de la variance nous permet d'analyser une série temporelle et on se satisfait de cette stationnarité d'ordre 2 parce qu'il n'y a que l'espérance mathématique et la variance qui sont stables au cours du temps. Le bruit blanc est un processus stationnaire très simple et donc on va l'étudier aujourd'hui compte tenu du rôle central qu'il joue dans l'analyse des séries temporelles. Je commencerai par présenter l'algorithme de Box-Jenkins. Nous avons dit que cet algorithme se décompose de 4 étapes fondamentales. La première étape, c'est l'identification des processus générateurs de la série temporelle en se basant sur l'analyse des corrélogrammes. La deuxième étape consiste en l'estimation des paramètres du modèle ARMA PQ sélectionné. La troisième étape, c'est la validation du modèle, c'est-à-dire nous allons vérifier que le résidu du modèle ARMA PQ estimé constitue bien un bruit blanc. Et si on arrive à prouver dans l'étape de la validation que les résidus suivent bien un bruit blanc, alors on peut effectuer la prévision. Mais si on n'arrive pas, si l'hypothèse de bruit blanc est rejetée, nous devons respécifier les modèles, ça veut dire redéfinir d'autres retards P et Q pour un nouveau modèle ARMA qui peut mieux s'ajuster à nos données. Et donc, on refait la procédure. Et donc, l'étape de validation, c'est une étape fondamentale et qui va nous permettre soit d'effectuer la prévision, soit de respécifier notre modèle. Mais l'étape de validation consiste à tester la blancheur des résidus du modèle ARMA-PQ sélectionné. Et donc, si vous voulez, le fait que ces résidus doivent suivre un processus bruit blanc nous incite à définir ce que c'est qu'un bruit blanc, tout simplement. Ça veut dire, c'est quoi ce processus que ces résidus doivent suivre et qui va nous permettre d'effectuer une bonne prévision de la série temporelle analysée. Je pourrais définir le processus bruit blanc comme un processus stationnaire avec une stationnarité qui est faible, ça veut dire de second ordre. Sauf que son espérance mathématique est nulle, l'espérance mathématique d'epsilon t, c'est-à-dire notre bruit qui est nul, quel que soit t. Donc on parle de l'hypothèse de la nullité de la moyenne. Sa variance est égale à sigma au carré de cet epsilon qui est constante au cours du temps. Et donc, on parle de l'hypothèse d'homocydasticité. Et la troisième propriété, c'est que la covariance de epsilon à l'instant t et epsilon à l'instant t plus h est égale à 0, quel que soit t et quel que soit le décalage temporel h. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'absence d'autocorrélation. Et donc, si vous voulez, un bruit blanc est donc un processus aléatoire
qui vérifie les trois hypothèses, c'est-à-dire de moyenne nulle, homoscédastique et non autocorrélé. Et on va le noter comme ceci, yt, c'est bruit blanc, moyenne 0, variance sigma au carré. Si maintenant ce bruit blanc est distribué selon une loi normale, c'est la quatrième hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de la normalité ou de la gaussianité. On parle de bruit blanc gaussien. Alors dans ce cas, nous allons parler d'un bruit blanc fort ou d'un processus indépendant identiquement distribué, parce qu'il est distribué selon la loi normale, et il a par conséquence cette propriété d'indépendance. Et donc, au fait, on va le noter, YT, et c'est un IID, on va parler de IID, et donc, c'est une propriété supplémentaire aux trois propriétés précédentes. Donc, je récapitule, nullité de la moyenne, homoscédasticité, absence d'autocorrélation, ça définit un bruit blanc. Si jamais on arrive à vérifier la normalité de ce bruit blanc, alors dans ce cas, nous allons parler d'un processus bruit blanc fort ou d'un processus IID. Alors, sur le plan graphique, la nullité de la moyenne s'exprime comme ce graphique ici, parce que ça, c'est une simulation d'un bruit blanc gaussien sur 5000 points. Et donc, on voit bien ici que les réalisations de ce processus au cours du temps fluctuent autour d'une valeur moyenne, et cette valeur moyenne est égale à 0. La deuxième propriété, qui est la propriété de l'absence d'autocorrélation, dont on a dit que la covariance de cet epsilon entre l'instant t et l'instant t plus h est égale à 0, quel que soit h et quel que soit t, c'est-à-dire ici, nous allons prendre les retards, donc du retard 1 jusqu'à retard 30, et on voit bien ici qu'il n'y a aucune autocorrélation entre les réalisations de ce processus, quel que soit t et quel que soit le décalage temporel. Et donc ici, sur les plans graphiques que font sortir, sur les graphiques que font sortir les différents logiciels d'économétrie, vous allez souvent voir des droites en pointillés. Ben, il faut savoir, il faut comprendre que ces droites en pointillés représentent des intervalles de confiance à 95% qui vont nous permettre de vérifier la significativité des coefficients d'autocorrélation et des coefficients d'autocorrélation partielle. Autrement dit, chaque fois qu'on veut tester la nullité d'un paramètre, il suffit de voir si il y a des bâtonnets qui débordent, qui se situent à l'extérieur de ces droites pointillées. Tant qu'on reste à l'intérieur de ces droites pointillées, l'hypothèse d'absence d'autocorrélation est vérifiée. Enfin, la troisième propriété, qui est la propriété d'homoscédasticité. Donc, on voit bien ici, comme on l'a dit, le processus bruit blanc, il a une moyenne qui est égale à 0, ici. Mais les fluctuations autour de cette valeur moyenne, ils ont la même amplitude de fluctuation de part et d'autre qu'on représente ici par cette flèche. Ça veut dire ça, c'est l'écart type, c'est la dispersion autour de la moyenne. Et ça, c'est la dispersion autour de la moyenne dans le sens contraire. Et donc, le sigma, juste la variance, c'est le quart type au carré. Et donc, on voit bien ici qu'il y a si vous voulez, il y a une borne supérieure, une borne inférieure, et à l'intérieur de laquelle il y a le bruit blanc peut fluctuer. Et donc, il reste là, la variance reste constante au cours du temps. On parle alors d'homoscédasticité. Et enfin, la quatrième propriété qui va nous permettre de dire que c'est un processus IID, le processus bruit blanc, pour vérifier la propriété ID, il faut qu'il soit distribué selon une loi normale. Et donc ici, on voit bien la forme en cloche d'une loi normale standard, sauf qu'ici, nous avons d'abord la moyenne est égale à 0, donc la nullité de la moyenne, et nous avons bien la loi normale qui est une loi symétrique, qui est une courbe en cloche, et donc ça, c'est la propriété de l'hypothèse de normalité du bruit blanc. Alors, au-delà comment dirais-je, des représentations graphiques de corrélogramme de la moyenne
de la variance de la normalité, on peut faire appel à des tests statistiques pour vérifier les propriétés des bruits blancs. La première propriété qui est l'absence d'autocorrélation peut être vérifiée grâce à un test qu'on appelle le test de Young-Box ou test porte-manteau. L'hypothèse nulle de ce test, c'est que le coefficient de corrélation au retard 1 est égal au coefficient d'autocorrélation au retard 2 jusqu'au coefficient de corrélation au retard K quelconque, c'est le nombre de retards. Et donc, en fait, c'est la nullité du coefficient d'autocorrélation. Et l'hypothèse alternative, il existe au moins pour un retard M quelconque un coefficient de corrélation qui est significativement différent de 0. La statistique du test s'exprime comme ceci. Et donc, nous avons N, c'est la taille de l'échantillon. Rho, c'est l'autocorrélation au retard K. Et H, c'est le nombre de retards testés. D'accord? Et donc, en fait, on calcule sa statistique. Et heureusement, les logiciels le calculent rapidement. On ne va pas faire le calcul à la main. Et donc, il suffit qu'on vérifie la chose suivante, c'est que sous l'hypothèse nulle, cette statistique au retard K, il va être asymptotiquement distribué selon une loi Q2. Mais attention, c'est au retard K, mais il faut intégrer le P, l'ordre P de la partie autorégressive et l'ordre Q de la partie moyenne mobile. Donc, il est impérativement de ne pas oublier le P moins Q lorsque vous voulez trouver le degré de liberté de la loi Q2, qui est la loi selon laquelle est distribuée la statistique du test. La règle de décision, quant à elle, c'est que la valeur de ce Q-stat, il faut la comparer au Q2 de K moins PQ. Et donc, si on peut vérifier que la statistique est inférieure ou égale à Q2 au retard K moins PQ, on va accepter H0, donc on peut conclure qu'il y a absence d'autocorrélation. Par contre, si la statistique au retard K est supérieure à sa valeur critique, on va rejeter alpha, on va rejeter H0 au risque alpha, et donc on va dire il y a présence d'autocorrélation. Et comme vous le savez, en général, on travaille avec un alpha à 5%. Sur le plan du corrélogramme, si on veut analyser le corrélogramme, on peut tout simplement jeter un coup d'œil sur les probabilités. D'accord? Et donc ici, sur cette colonne, pour chaque retard, vous avez la probabilité correspondante. Si on arrive à vérifier que les probabilités sont strictement supérieures à 0,05 pour chacun des retards K ici, on va aussi prendre cette règle de décision, on va accepter l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation. Donc, soit on va effectuer le test de Young-Box en calculant le Q-stat et en comparant une valeur critique de la loi Q2 avec le degré de liberté au retard K, il faut enlever le P et le Q, l'ordre de l'arma sélectionné. Ou bien on va tout simplement jeter un coup d'œil sur les probabilités correspondantes et vérifier qu'elles sont strictement supérieures à 0,05. Alors, pour la normalité, on utilise souvent le test de Jarque-Bera, dont l'hypothèse nulle, c'est la normalité. La statistique de Jarque-Bera va prendre en compte le coefficient d'asymétrie, le skewness et le coefficient d'aplatissement, le kertosis. Et comme les logiciels, ils donnent directement le calcul de cette statistique, et il faut la comparer à une loi Q2 de retard 2. Et la valeur Q2 de 2, c'est 5,99. Et donc, la règle de décision, si la statistique de Jarque-Bera est inférieure à 5,99, on accepte l'hypothèse de normalité. Si jamais il est supérieur, l'hypothèse de normalité est rejetée. Ou bien, si on veut utiliser les probabilités, si la probabilité est strictement supérieure à 0,05, on va accepter l'hypothèse nulle H0. Et donc ici, nous avons simulé un bruit blanc. Et donc, on voit bien ici que le Jarque-Bera, la valeur 0,75, donc c'est largement inférieur à la valeur critique 5,99. Ou bien, on voit bien que la probabilité correspondante à l'hypothèse nulle de normalité
et s'élève à 0,68, donc c'est largement supérieur à 0,05. Et donc, on peut conclure qu'il y a une normalité. Enfin, l'hypothèse d'homocydasticité, il se base dans les séries temporelles souvent et généralement, et c'est le test que j'utilise, sur le test Arch, qui a été introduit par le prix Nobel 2003, M. Robert Ingel, et qui va donner naissance après au modèle Gauge qu'on va voir par la suite. Donc, d'abord, on doit effectuer la régression des résidus au carré, ça veut dire les epsilon au carré sur leur valeur retardée. Donc, vous avez epsilon au carré t-1, epsilon au carré t-2, epsilon au carré t-p. Et au fait, l'homocydasticité veut dire tout simplement la nullité de tous ces paramètres. Donc, c'est-à-dire la nullité alpha 1 est nulle, alpha 2 est nul, alpha 3 est nul, alpha indice P est nul. Et donc, si on arrive à tester la nullité de tous ces paramètres, tous ces coefficients de corrélation, on va prouver qu'il y a bien une homocydasticité des résidus. Par contre, l'hypothèse alternative selon laquelle si on arrive à trouver un I, il existe un I, tel que pour un paramètre quelconque de cette régression, un coefficient quelconque de cette régression, un coefficient alpha I, qui est signification différente de 0, alors l'hypothèse d'homocydasticité est rejetée. On va parler alors d'hétérocydasticité. La statistique du test, c'est le T R au carré, avec T, c'est le nombre d'observations, c'est-à-dire la taille de notre échantillon, et le R carré, c'est le coefficient de détermination de cette régression. Et donc, cette statistique, il va suivre toujours une loi Q2 au retard, au degré de liberté P, avec P, c'est le retard qu'on a utilisé pour effectuer la régression. Et donc, la règle de décision est simple. Si sa statistique est strictement inférieure à sa valeur critique, on accepte H0. Il y a donc homocydasticité. Par contre, si sa statistique du test, le TR carré, supérieure strictement à sa valeur critique au retard P, on va rejeter H0. Il y a donc hétérocydasticité. Ou bien, une autre règle de décision, il s'agit tout simplement de vérifier que la probabilité associée à l'hypothèse nulle d'homocydasticité est strictement supérieure à 0,05. Et c'est ce que vous montrez ici. Donc ici, vous avez OBS qui multiplie R squared. Ça veut dire c'est TR au carré. Voilà la valeur. Et donc ici, la probabilité associée à l'hypothèse nulle, c'est 0,1022. Ou bien on peut aussi voir cette probabilité, on est dans la même logique, soit le test F, soit le test, soit la loi de Fischer, soit la loi de Q2. Et donc, souvent, c'est cette probabilité qu'on va vérifier, si on arrive à vérifier qu'il est strictement supérieur à 0,05, alors on peut accepter l'hypothèse d'homocydasticité. Une fois avoir dit cela, comment le bruit blanc est mobilisé dans le cadre de l'analyse des séries temporelles? Je rappelle que la décomposition d'une série temporelle standard, c'est une série temporelle YT, il est composé d'une tendance, d'un cycle, d'une saisonnalité et d'un bruit, d'un aléa. Et donc, ce bruit-là, au fait, si on s'inspire de la décomposition de la lumière et du spectre de Jean-Baptiste Fourier, on va dire qu'au fait, la tendance va correspondre aux composantes qui ont ici la couleur rouge, qui ont les plus grandes longueurs d'onde et donc sur ce qu'on appelle la basse fréquence. Par contre, le bruit, à l'opposé, ce sont les composantes de très courte longueur d'onde et donc ce sont les composantes de très haute fréquence. Et donc, au fait, les composantes fréquentielles aux extrémités, vous avez la basse fréquence, c'est la tendance, et la haute fréquence, c'est le bruit. OK? Et donc, le point de départ de la construction d'une série temporelle, c'est toujours le bruit blanc, mais sur lequel vient s'ajouter d'autres composantes, une saisonnalité, une tendance ou un cycle.
Et donc ici, sur ce corrélogramme, je vais vous montrer, vous avez vu que le corrélogramme du bruit blanc, au fait, il n'y a aucun pic significatif. On reste toujours à l'intérieur des droites en pointillé, ce qu'on a appelé l'intervalle de confiance à 95%. Et bon, ici, ce que vous voyez, vous avez sur la fonction d'autocorrélation partielle, vous avez un pic significatif au retard 1 et vous avez jusqu'au retard 30, vous avez des pics qui sont à l'extérieur et donc on a une significativité très forte des coefficients d'autocorrélation jusqu'au retard 30 et ça continue. Ici, on a le même schéma, même si la décroissance elle est moins lente que dans le schéma de gauche. De même, ici, on voit très bien que là, nous avons sur la partie partielle autocorrelation, nous avons un pic significatif. Et sur la partie autocorrelation, la fonction d'autocorrelation, nous avons une décroissance lente de cette fonction avec des pics au retard 12 et au retard 24. Ça veut dire qu'il y a à la fois une tendance, il y a à la fois une saisonnalité, alors qu'ici, il y a, ce sont des tendances. Donc là, c'est une tendance, là, c'est une tendance, ici, c'est une tendance et plus une saisonnalité parce qu'on a des pics au retard saisonnier 12, 24, 36, etc. Ici, nous avons deux pics significatifs dans la fonction d'autocorrélation partielle. Nous avons une décroissance ce n'est ni une décroissance exponentielle ni une décroissance lente, c'est une décroissance à un rythme moyen. On va voir à quoi correspond dans les cours d'après. Et ici, vous avez des pics significatifs au retard 4, 8, 12, 16, 20, etc. Et donc là, vous voyez très bien que ça, c'est une saisonnalité de 4 est égal à 4. Et donc là, ça veut dire que c'est une saisonnalité trimestrielle dans une série temporelle trimestrielle. Et ici, avec d'autres composantes sur la partie de la corrélation partielle. De même, ici, vous voyez que nous avons un pic au retard 1 et un pic au retard 12 de la fonction d'autocorrélation. Et nous avons des pics qui débordent de part et d'autre et qui font une décroissance sinusoïdale amortie. De même, ici, nous avons deux pics significatifs au retard 1 et au retard 2. Et nous avons ici une décroissance sinusoïdale amortie de la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, pour conclure, je dirais que l'un des processus aléatoires les plus importants dans l'analyse des séries temporelles, c'est le bruit blanc qui a 4 propriétés fondamentales, nullité de la moyenne, homoscédasticité, absence d'autocorrélation et normalité. Et si jamais ces 4 propriétés sont vérifiées, on peut dire avec certitude que les résidus de notre modèle ARMA-PQ estimé dans le cadre de l'algorithme de Boxen-Jenkins constituent bien un bruit blanc et donc on peut effectuer une prévision. Par contre, si la propriété de bruit blanc de nos résidus n'est pas vérifiée, alors nous ne pouvons pas effectuer une prévision et nous devons respécifier le modèle ARMA utilisé, ça veut dire rechoisir de l'ordre P et Q et refaire la procédure à zéro. Deuxièmement, dans le cadre des séries temporelles, ils ont plusieurs composantes. Donc, il y a des tendances, il y a des cycles, il y a des saisonnalités, il y a des ruptures structurelles, il y a des changements de régime. Et donc, toute l'information contenue dans la série temporelle, il va être traduite dans la forme de son corrélogramme, mais nous avons toujours à l'esprit qu'à la fin de l'analyse, il faut vérifier que le résidu est un bruit blanc. Et donc, en fait, le bruit blanc, c'est le point de départ, c'est la petite brique dans la grande construction qui est la série temporelle, sur laquelle vont venir se superposer différentes composantes pour former la série temporelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme procédure d'analyse? Nous allons éliminer itérativement les différentes composantes. On élimine la saisonnalité, on élimine la tendance, on élimine le cycle et d'autres composantes. Et à la fin, il faut qu'on soit certain que ce qui reste à la fin, c'est un bruit blanc, parce que le bruit blanc veut dire tout simplement il n'y a plus d'informations à traiter. Nous avons capté toute l'information disponible dans la série temporelle et donc on peut la prévoir avec exactitude.
il suffit juste à la fin de la procédure d'analyse de recolorer, c'est-à-dire remettre la tendance que nous avons enlevée, remettre le cycle qu'on a enlevé, remettre la saisonnalité, remettre toutes les composantes. Si on a fait une transformation logarithmique, il faut repasser par la transformation exponentielle pour l'éliminer. Et donc, on peut faire la prévision. Donc, tout tourne autour de ce processus bruit blanc. Et donc, il faut connaître ce que c'est qu'un bruit blanc, connaître les tests qui peuvent vérifier la nature bruit blanc d'un processus aléatoire et en particulier des résidus. Et donc, en fait, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine leçon. Au revoir. Merci.